Ce sont des caméras très très à la mode. Je vous la montre en plan, c'est celle-ci, c'est la même. Voilà ce que ça fait. Donc c'est la marque ZWO, c'est chinois, ZWO. Et ce sont des caméras, en tout cas pour le planétaire, qui sont vraiment très très performantes. Elles ont beaucoup d'avantages. Voilà, j'enverrai à l'image précédente. Donc voilà un gros plan ici, ce sera plus facile pour vous. Caméra couleur, on aime bien d'avoir Jupiter où ça tourne en couleur, hein, tant qu'à faire. Pour relier votre caméra à l'ordinateur, eh bien, vous avez un câble USB qui est livré avec, et sur le câble, vous avez, je ne sais pas si vous le verrez, non, vous ne verrez pas, vous avez une petite ligne bleue, donc c'est USB 3. C'est-à-dire que la cadence, le transfert, pardon, la vitesse de transfert est beaucoup mieux qu'un USB 2, évidemment. Ces caméras planétaires ont une cadence d'image, FPS, ça veut dire frame per seconde, donc image par seconde, très élevée. Donc pendant une seconde, vous pouvez avoir à peu près 60, 80, 100 images qui arrivent via le câble USB 3 dans votre programme d'acquisition d'images. Donc ça c'est vraiment très très bien. Vous allez voir après, je vous ai fait des captures d'écran où vous avez l'image qui arrive en temps réel. Et cette cadence d'image élevée va en fait vous permettre d'éviter la turbulence, et on en reparlera après. Alors on va utiliser le mode vidéo, donc on fait un petit film, plutôt que de prendre une série d'images ou une seule image. Son prix est intéressant aussi comparé à un appareil photo numérique ou bien smartphone dernier cri. C'est pas trop cher, c'est 250 €, c'est pas rien non plus, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, c'est pas trop cher non plus au vu des résultats. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on peut l'utiliser aussi, cette petite caméra, non seulement pour le planétaire, mais on peut également l'utiliser pour ce qu'on appelle l'auto-guidage. Comme ce n'est pas le but de parler du ciel profond, je dis juste un petit mot. Vous mettez en fait cette caméra non plus ici, pour filmer la Lune ou Jupiter, quoi. Vous le mettez en fait plutôt sur le chercheur ou sur une petite lunette qui est à côté du télescope, et vous pointez une étoile, et ce qui va se passer, c'est que dès que l'étoile va bouger, ça veut dire que le télescope bouge un peu. Il se peut que la tension pour le moteur ou les moteurs, il y a des petites variations, notamment à cause du froid. Le métal peut bouger, vous avez un petit peu de vent. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs qui font que la monture ne suit pas exactement toujours bien la rotation de la Terre. Et ce genre de petite caméra, dès qu'elle détecte qu'il y a un changement, que l'étoile descend, monte vers la gauche, vers la droite, hop, ça envoie une commande ici à la monture qui rectifie. C'est le pied total. L'auto-guidage. Mais ce n'est pas le but de parler aujourd'hui, bien sûr. Alors, voici une capture d'écran faite depuis le programme d'acquisition d'images de cette caméra-là. Donc c'est là, pour ceux qui seraient intéressés, c'est la ASI 224 MC. Si vous allez sur le site de chez ZWO, vous allez trouver une panoplie de caméras dédiées au planétaire et dédiées au ciel profond. Vous n'avez qu'à faire votre choix en fonction de votre télescope, de votre budget. Et donc voilà 224 MC, voilà le programme d'acquisition qui est livré avec un clé gratuit. Vous pouvez aller chercher sur le site même. Je vous ai mis ici l'URL pour aller chercher le programme qui s'appelle donc ASICAP. Donc il a reconnu votre caméra avec ce port USB 3, rappelez-vous, USB 3 important, hein, ça c'est important, pour avoir un transfert d'image important. Vous avez la résolution, vous avez ici l'histogramme, ça c'est pratique, parce que votre image couleur est composée de vert, de rouge et de bleu. C'est bien aussi de les aligner, c'est un détail. Par contre, ce qui vient après est important, vous avez ici l'exposition et le gain.
Alors l'exposition, l'exemple ici, je vais dire 1183 microsecondes, ça fait une milliseconde environ. Vous pouvez faire varier ce curseur évidemment, et ici le gain, vous pouvez le varier. Alors c'est quoi le gain? Ça correspond au ISO de l'appareil photo dont on a parlé tout à l'heure, la sensibilité. Donc plus c'est haut, plus c'est granuleux alors. Voilà. Ah. Donc comme le dit très bien Pierre, si vous vous dites tiens je vais aller là, je vais augmenter donc le gain, je vais augmenter la sensibilité, ce qui est intéressant, comme ça je peux diminuer mon exposition. Mais si vous allez trop loin, vous le verrez tout de suite sur l'image, ça devient ce qu'on appelle granuleux, vous avez du bruit sur l'image, et votre image est absolument épouvantable. Ça vous le verrez. Donc c'est vraiment une histoire de compromis entre exposition et gain. Pardon. Qu'il faut trouver. De ça, ça se sent très vite. Vous êtes devant votre ordinateur et vous essayez. Donc, oui. Dominique, si tu peux revenir à l'écran précédent. Oui. Tu dis que tu ajustes pour avoir les trois couleurs alignées. Mais qu'est-ce que tu peux faire vu que la lumière, tout est pris en même temps? Comment est-ce que tu peux aligner les trois couleurs? Oui, oui. Tu as la balance des blancs. Je ne sais pas si on le voit ici. Non. Est-ce qu'il dit non. En fait, tu as une autre case qui peut se dérouler où tu as la balance des blancs et tu peux faire varier le rouge, le bleu. Ah, d'accord. Le câble USB 3, c'est fourni avec la caméra ou il faut l'acheter? C'est fourni avec, c'est fourni. Ok. Les drivers sont fournis, le câble USB 3, les capuchons. Et même, que je réponds complètement à ta question, sur cette petite caméra-là, il y a même un petit objectif qui est livré avec, un petit objectif fish eye, qu'on appelle ça donc œil de poisson, qui est à 180 degrés, peut-être 170, c'est pas très important, mais qui vous permet, si vous mettez ça sur le toit, et vous pouvez voir s'il y a des étoiles filantes qui sont passées pendant la nuit ou des choses comme ça. Mais, donc c'est à retirer quand tu le mets sur le télescope. Ah, oui. Et tu parles donc ici de l'Asie 224 MC. Quelle est vraiment la meilleure caméra actuellement de chez Asie, donc, point de vue planétaire? De beaucoup, je ne suis pas spécialiste non plus, de beaucoup de gens, rapport qualité-prix, c'est celle-là. Maintenant, il se peut que dans 3 mois, ils sortent évidemment un autre modèle. Ils sortent de modèles quand même assez souvent. Pour l'instant, c'est le maître achat. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Alors, donc, j'ai descendu dans l'interface, on a l'exposition, le gain. Il vous met le chemin sur votre disque dur où il va aller stocker les images. Alors, important, vous pouvez faire donc des photos ou un film. Vous avez aussi ces paramètres-ci, si vous voulez zoomer, dézoomer, mettre plein écran. Ici, ça c'est pour la débérisation, c'est un mot un peu compliqué. Il faut savoir que chaque pixel sur le capteur de la caméra est codé en rouge, en vert et en bleu, qui sont les 3 couleurs fondamentales, dans un certain ordre. Ne vous tracassez pas trop. Dès que vous allez brancher votre ASI 224 MC sur votre ordinateur, que vous allumez, que vous ouvrez le logiciel par défaut, il reconnaît tout de suite les bonnes couleurs dans le bon ordre. Ne vous tracassez pas trop. C'est cet appareil qui coûte 250 €, ça? Oui, oui, c'est celle-là. Oui. De nouveau, renseignez-vous, allez sur des forums, il en existe, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, sur Webastro ou que sais-je, il en existe vraiment beaucoup. Il y a des gens talentueux qui font des tas de belles choses, donc renseignez-vous avant. Je ne vous donne que mon humble avis et je n'ai évidemment pas la prétention, est-ce que c'est d'être le spécialiste en photogénie. Une autre interface d'un autre programme, oui le programme est gratuit, sauf il faut acheter la caméra. Mais vous pouvez quand même aller le télécharger si vous avez une caméra d'une autre marque. Rassurez-vous. Ici aussi, SharpCap, qui est un autre programme, donc c'est un programme anglais. On retrouve un peu la même interface avec l'exposition,
Les traductions françaises, c'est pas toujours évident. Là, ils ont mis gagner, mais c'est le gain. De nouveau, rappelez-vous, il faut vraiment jouer avec les deux. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai pris une capture de 30 secondes. Vous marquez chaque fois que l'image est moche, c'est rien du tout, parce que depuis que Pierre m'a invité, donc ça fait peut-être un mois ou deux, je sais pas, je m'étais dit il faudra que je fasse une fois une vidéo, montrer comment on capture une planète ou la Lune avec des logiciels, mais vu la météo que nous avons eue ces derniers mois, eh bien voilà, je n'en ai pas su. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Alors, donc on parle de logiciel, donc on parle d'ordinateur, ça veut dire que vous devez avoir votre ordinateur portable à l'extérieur, à côté de vous, dans le froid, dans l'humidité. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas agréable non plus pour l'ordinateur, bien sûr, sauf si vous le mettez dans une enceinte bien fermée, mais il faut qu'il y ait quand même de la ventilation, c'est important. Et puis, vous avez peut-être un ordinateur dernier cri qui est très cher et vous n'avez peut-être pas envie de le laisser devant. Alors, personnellement, de nouveau, moi ce que je fais, vous avez ce genre d'appareil, ce qu'on appelle un Raspberry. C'est un petit ordinateur et ça fait tout. C'est magique. Vous laissez ça dehors, ça peut prendre l'humidité, le gel, tout. Et vous commandez ça à distance et vous êtes dans votre salon. Et je ne fais plus que ça maintenant depuis un an ou deux et c'est un réel plaisir. Et ça ne coûte pas cher. La tête, pardon. Oui. Et ça ne coûte pas cher. Ah oui, ça ne coûte rien. 45. Il vient d'augmenter malheureusement récemment. Celui-là, je l'ai acheté, je crois, 70 ou 80 euros. Comparé à un ordinateur, voilà. Maintenant, ça dépasse 120 euros, je crois. Donc, ce genre de petit appareil, donc vous avez USB 3. Je ne sais pas si vous voyez le bleu là? Oui, donc ça veut dire que vous pouvez mettre des caméras dernier cri, enfin dernière génération très, très rapide. Vous avez USB 2 classique, ça ce sera plutôt pour alimenter la monture et la faire bouger. Et aussi assurer le suivi, le pointage. Là vous avez un câble Ethernet, ça vous permet de le relier par exemple, à une box et vous avez ainsi le contrôle depuis la maison. Vous avez ici il y a des ports HDMI, il y a l'alimentation. Il est alimenté quelle tension? J'ai pas compris. La tension de l'alimentation. Parce que si on est en extérieur pour... Ah oui, vous avez alors vous pouvez brancher ça sur la batterie dont je vous ai parlé tout à l'heure en 12 volts, sans problème. Mais ça tient toute la nuit. Ça consomme rien. Donc la batterie, vous vous rappelez la batterie que je vous ai montrée au tout début? Voilà. Donc grâce à la batterie et ceci, la monture donc, tourne toute la nuit, les captures d'images, la caméra donc, qui capture les images, vous avez la caméra de guidage, vous avez la résistance chauffante. Pour les planètes, ça justifie moins parce que les temps de pause sont très courts, mais quand vous faites des photos du ciel profond, de galaxies et tout, rappelez-vous, ça peut prendre des heures, eh bien, il vous faut des résistances chauffantes pour, par exemple, le miroir secondaire, sinon il y a de la buée qui se pose dessus. Voilà. Enfin, tout ça, et ça tient toute la nuit sans problème, ça consomme vraiment bien. Et donc, de nouveau, Zoo Asie, ils ont fait un boîtier qui vous permet donc de tout piloter, comme je viens de vous décrire. L'avantage de ce genre de boîtier, qu'on peut trouver dans chez AstroShop, je ne fais pas de publicité, c'est parce que ça existe. Tout est préconfiguré, vous achetez le boîtier, vous mettez sur On, vous branchez évidemment avant les caméras, les ceci, les capteurs, tout ce qu'il faut, et tout va tout seul. Et comment est-ce que le lien se fait avec l'ordinateur? C'est par Bluetooth? Par Wi-Fi. Par Wi-Fi. Par Wi-Fi. Tu peux même utiliser ton smartphone, ta tablette, et tu commandes tout. C'est vraiment pratique. Vraiment pratique. Et par exemple, voilà ici l'interface, et on retrouve donc l'exposition, le gain, et ensuite on vous fait écraser tout ça, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, hein, il faut regarder un peu, on sait vraiment tout gérer, toute une session d'astrophotographie de A à Z. Il y en a même qui ferment le toit d'observatoire, tout est prévu dans le logiciel. Ben, il faut évidemment avoir
la technique derrière. Alors, acquisition. Petite question, Oui. j'ai vu parler, enfin, la première ligne Fire Capture, et on a parlé tout à l'heure Oui, de la pardon, caméra. je ne l'ai pas dit, oui, pardon. Oui, mais non, c'est- Honte à moi. non, c'est pas ça, c'est pour en revenir à la caméra 224. Oui. Point de vue guidage, si on vise Jupiter, qu'on raccorde la caméra non, à l'ordinateur, Oui. Fire Capture pourra suivre la planète sans problème. Oui. Il faut juste que la planète, donc avec, je vais vous montrer la caméra. Je vais venir près de vous, hein, ce sera plus simple. Donc ici, on branche le câble USB 3, vous voyez en bleu. Ici, je vais l'enlever, vous avez moyen, juste à côté, je ne sais pas si vous allez voir, hein, de mettre ce qu'on appelle une prise ST4. Ouais. Vous branchez ici, vous branchez sur la monture. Je crois même que sur celle-là, il y a une prise ST4. Et donc c'est ça qui va commander Et on pointe. sans problème. Il suffit juste que Jupiter, si on pointe Jupiter, si on photographie Jupiter, soit bien dans le sens horizontal et vertical de la monture. S'il est mis de travers, il ne va pas s'y retrouver. J'ai déjà vécu l'expérience, ça ne fonctionnait pas. Il faut juste tourner la caméra pour que Jupiter soit bien orienté horizontalement et verticalement. Et là, c'est magique. Jupiter ne bouge pas. Il n'y a que Fire Capture Oui, qui à ma connaissance, il n'y a que Fire Capture qui le fait. Donc, excusez-moi, il me fait très bien de me le faire remarquer. Un troisième logiciel, il existe beaucoup. Celui-là, donc, c'est un programme allemand, mais qui est vraiment très bien. Vous n'avez pas fait de capture d'écran, vous le découvrirez vous-même, programme gratuit. Et ça a des programmes préférés de beaucoup d'observateurs planétaires d'ailleurs. J'ai perdu. Allez. Merci monsieur de me l'avoir dit, parce que je l'avais oublié en fond. Donc, acquisition lunaire, cette fois-ci faite au télescope. Je vais accélérer un peu parce que je crois que l'heure avance. On voit ici le croissant lunaire. On voit ici au terminateur que là, c'est ce qu'on appelle le terminateur, donc c'est la zone entre éclairé et l'ombre. C'est là où on verra le plus de détails et on devine donc la lumière cendrée sur le reste de la surface de la Lune dû à l'éclairement de la planète Terre. Alors ici, entrons dans le vif du sujet, donc une acquisition lunaire. Ici, voilà donc ce que la caméra capte en temps réel. Ça c'est le film tel qu'il est sorti de la caméra. Donc ici il dure 15-20 secondes. C'est très bien, ça n'a pas tellement d'importance. Vous voyez que l'image bouge. C'est ce qu'on appelle la turbulence. Ça c'est l'air chaud qui s'élève pendant la nuit, surtout si c'est une journée d'été bien chaude que nous avons eue avant, et bien évidemment pendant la nuit tout cet air chaud monte. C'est un peu comme quand vous regardez une route en plein été, vous voyez que ça danse. Voilà, c'est exactement ce qu'on appelle donc la turbulence. L'avantage donc de la caméra comme celle-là, c'est que à chaque seconde, si je fais par exemple 60 images par seconde, eh bien dans ces 60 images, les programmes qu'on va utiliser après de traitement vont aller chercher dans ces 60 images celles de meilleure qualité. C'est ce qu'on appelle Clavius. Tu fais des prises de vue de combien de temps? Célèbre, comment? Tu fais des prises de vue de combien de temps? Issu sur 15 secondes peut-être. Et en moyenne, pour une planète, tu fais Pour combien une de planète, je secondes? fais environ 20-30 secondes. Il n'y a que sur Jupiter où il faut, ça c'est important, ne pas être trop long. Sur Jupiter, ne pas faire des vidéos de 3 minutes. Pourquoi? Parce que Jupiter, il tourne très vite sur lui-même. Il tourne en 10 heures, il a fait un tour sur lui-même, donc c'est une grosse planète qui tourne très vite. Et donc si vous faites des vidéos de 3-4 minutes, ça n'a l'air de rien, mais en 3-4 minutes, eh bien, la planète aura bougé très peu. À l'œil, vous ne verrez rien du tout. Par contre, sur le film, vous le verrez et les photos ne seront pas bonnes. Il existe cependant, je vous le mentionne d'ailleurs à la fin de la présentation, des programmes qui permettent de faire
la dérotation, enfin, ça dépasse un peu le cadre d'aujourd'hui. Mais ne posez quand même pas trop long non plus. N'oubliez pas aussi que ça fait des gros fichiers sur votre ordinateur. Si vous avez un disque dur qui n'est pas très très gros, ben voilà, ne faites pas 10 minutes de vidéo qui risque de vous faire 50 gigas de données. Voilà. Donc après traitement, on a donc ceci, traitement que nous verrons dans quelques minutes. Le cratère Copernic, je vous l'ai mis. Pourquoi? Parce que la photo n'est pas très bonne. Et il faut savoir aussi mettre ce qui n'est pas bon et voir ce qui n'est pas bon pour voir les erreurs. Si vous regardez, le traitement ici n'est pas vraiment optimal. Vous voyez que c'est surexposé ici à gauche. Donc, voilà. Excusez-moi, Thérèse, c'est le pizzaiolo. Donc il faut aussi apprendre de ses erreurs. C'est pour ça que je vous l'ai mise. Cratère Copernic qui fait donc 90 km de diamètre environ. Célèbre cratère. Une des régions lunaires que personnellement moi j'aime beaucoup, ça s'appelle la chaîne des Apennins, comme en Italie. De montagnes qui sont ici. 1200 km de long et 3 km de haut environ. Alors celle-ci n'a pas été faite avec la caméra, cette photo-ci. Elle a été faite avec l'appareil Canon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut évidemment faire de belles photos de la Lune et des planètes avec un appareil photo numérique ou un smartphone, bien sûr. J'ai pris seulement 25 images au 30e de seconde que j'ai ensuite ce qu'on appelle empilé. Ça c'est le secret, c'est de prendre plusieurs images ou une vidéo et d'empiler. Donc vous imaginez une pile, et vous en faites une seule image. Ça augmente le contraste, ça diminue le bruit de l'image, donc vous avez une image de très très bonne qualité. On empile les images aussi pour le ciel profond, donc nébuleuses, galaxies, on fait aussi 20, 30, 50, ce qu'on veut. Images de plusieurs minutes parfois, et les logiciels s'occupent d'assembler, d'empiler toutes ces images pour faire une image finale. Donc j'ai été focalisé un télescope de 250. J'ai utilisé ici une lentille de Barlow. Je vais vous montrer. Alors, une lentille de Barlow. Donc vous avez simplement une pièce de verre ici. Ça fait quoi une lentille de Barlow? Eh bien ça augmente la distance focale de votre miroir de télescope ou des lentilles des lunettes. Ici donc c'est 15 cm. Et 750 mm de focale, c'est juste? Je crois que c'est ça. D'accord? Eh bien, grâce à ceci, vous multipliez la focale par 2, ou 2,5, c'est écrit dessus. C'est ce qu'on appelle donc une lentille de Barlow. Pour l'occasion, là, j'avais utilisé une lentille Barlow de 2,5, ce qui me fait donc une focale résultante de 3 mètres. 3 mètres, c'est déjà pas mal. Rappelez-vous ici le téléobjectif. Celui-ci, donc, c'est un 300 mm. 3 mètres de focale, il faut que ce soit très précis, donc que la motorisation de la monture, que la solidité de la monture. La monture, c'est une partie vraiment importante de l'observation. Si vous avez un gros télescope et une monture qui bouge au moindre coup de vent, ça ne va pas non plus. Et quand on atteint des focales comme ceci, ben, il faut une monture de qualité. Là, je m'étais amusé à faire une image en 3D. C'est une vraie image, hein. Je n'ai pas inventé le relief. Je passe parce que le temps passe. Je vous ai mis le soleil parce que l'acquisition des images, le traitement des images du soleil, ben, s'apparente très fort aux images planétaires. Donc, personnellement, j'aime beaucoup le soleil. Mais, attention, règle élémentaire de prudence, évidemment, surtout s'il y a des enfants, faisons attention, très attention. Ça va? Donc on va utiliser par exemple un filtre solaire, de nouveau, que vous pouvez trouver chez AstroShop. Il en existe en verre, que vous venez mettre ici au-dessus, qui sont chers. Ceci c'est en minard, donc ça a des feuilles métalliques qui viennent s'encastrer exactement. C'est bien fait, il y a des velcro ici pour ne pas que ça bouge, même s'il y a un petit coup de vent, ça coûte moins cher et ça donne quand même des photos de bonne qualité.
Vous voyez, sur quelques jours, vous pouvez voir la rotation du Soleil avec les fameuses taches à sa surface. Bon, je vais peut-être pas montrer ça parce que le temps passe. Peut-être pour la beauté, voilà, c'était des oies bernaches qui passaient devant le Soleil. Ou la station spatiale aussi, internationale. Vous voyez, ISS, ici. Vous voyez, quand elle passe, ça va très vite. Hein. C'est même pas une seconde. Et puis de nouveau, avec les programmes d'assemblage, du logiciel, eh bien, vous pouvez montrer donc la station ISS, Station spatiale internationale à 400 km, et qui a la taille à peu près d'un terrain de foot, ce qui vous donne une idée. La planète Vénus, qui présente des phases, tout comme la Lune, et je vous l'ai mise là en gros mois d'intervalle, là presque en quartier, et là en croissant, et vous voyez la distance en dessous. Les comètes, on vient de parler de la comète Léonard, moi personnellement je ne l'ai pas vue, je ne sais pas, il y en a qui l'ont vue ici? Moi je l'ai pas vue, j'ai la belle météo. Iwamoto, c'est un détail, et ici je vous montre le déplacement de la comète pendant 1 heure. La couleur verte caractéristique, c'est parce que vous avez ce qu'on appelle du cyanogène, on va dire du cyanure pour faire simple. Pour l'anecdote, lors d'un des précédents passages de la célèbre comète de Halley, en 1910, eh bien, il y a un astronome français qui a fait un peu peur à tout le monde, et qui a dit attention, il y a du cyanure dans la comète, on va la voir, et au secours, il y a des gens, paraît-il en tout cas, qui sont suicidés carrément. Mais l'histoire est vraie. Hein. Mais c'est tellement pieds nus que ça ne fait mal, hein. Même si la queue, ce qu'on appelle la queue de la comète traversait la Terre, on ne sortirait strictement rien du tout. Celle de l'été dernier, il y a eu beaucoup de belles images. Ici, je l'aimais bien parce qu'on voit la grande aussi. Oui. Donc elle était visible au-dessus de l'horizon nord-ouest. Ça devait être fin juillet si j'ai bonne mémoire. Acquisition de la planète Mars. Bon. Ah oui, ça turbule, comme on dit. Beaucoup de turbulences cette nuit-là. On remarque quand même la calotte polaire, ici, et quelques formations ici. Vous remarquez que l'image, ça danse beaucoup, donc ça c'est la vidéo produite avec, je crois, cette caméra-là, si j'ai bonne mémoire. Donc durée 48 secondes à 60 images par seconde avec un télescope de Barlow de 2 fois. Et puis voilà l'image obtenue après traitement. Je les ai mises, les images au télescope sont souvent inversées, donc je les ai mises ici comme elle est en réalité. Quelques jours plus tard, ça danse toujours autant, mais l'image était quand même de meilleure qualité, comme vous pouvez le voir ici, on voit très bien la calotte polaire, des nuages ici au-dessus, un peu bleutés, et les formations habituelles sur la planète Mars. Marquez ici que j'avais plus d'images par seconde, rappelez-vous, c'est en jouant avec le gain et avec le temps d'exposition. Parfois il y a des astéroïdes aussi, ça peut être sympa. Donc entre Mars et Jupiter, hein, vous avez des blocs rocheux. Vous voyez ici, c'était sur très peu de temps. C'était un astéroïde très très rapide, et était proche de la Terre, bon, quand même à 4 millions de kilomètres le jour où j'ai pris la petite séquence d'images, mais il était à près de 2 millions de kilomètres le jour avant. Il allait très vite, et même l'œil à l'oculaire, donc en regardant, on pouvait le voir bouger tout doucement. C'est quand même rigolo. Un autre astéroïde, le 4e qui a été découvert. Le premier c'était Cérès en 1800, hein, il y a longtemps. Il
Il est devenu une planète naine. Et ça, c'est donc le 4e astéroïde découvert, Vesta. Et là, vous voyez 2 galaxies en contre-jour, donc qui sont situées beaucoup plus loin que l'astéroïde Vesta, qui est tout près de nous, à cette échelle-là. La planète Jupiter. Voilà la vidéo d'acquisition, beaucoup moins de turbulence, hein, comme vous le voyez, donc l'atmosphère était beaucoup plus calme. Les images s'en ressentent. Ici, on voit la grande tache rouge de Jupiter, c'est à peu près la taille de la Terre, en hauteur à peu près. Vous avez les bandes équatoriales, parallèles à l'équateur, on remarque très bien. Donc vous avez le télescope de 250 mm et 3 mètres de focale grâce à la lentille de Barlow dont on a parlé tout à l'heure. Voilà une autre image de Jupiter, c'est de nouveau la tache rouge ici. Et vous avez en fait l'ombre du satellite. Ça, c'est le satellite, un des 4 satellites qui s'appelle Io, qui projette son ombre. Tout ça est éclairé par le soleil, évidemment, et on voit l'ombre du satellite sur la planète. Et voilà, alors Saturne et ses anneaux, on voit notamment ici une ligne sombre dans les anneaux, qu'on appelle la division de Cassini. Pour faire la mise au point d'ailleurs de sur Saturne, c'est toujours bien de choisir la division de Cassini. Quand vous la voyez, c'est que votre mise au point est bonne.